Bonjour, aujourd'hui, nous allons voir comment développer des processus de données optimaux et automatisés avec FME et FME Server. Je m'appelle Leslie McKenzie et je serai la présentatrice pour aujourd'hui. Qui sommes-nous chez Consortec? Nous avons 30 ans d'expérience dans le domaine de la géomatique, surtout municipale. Nous sommes des partenaires de Safe Software depuis une vingtaine d'années. Nous sommes 10 experts en géomatique qui développent, donnent des formations, de l'implantation sur FME et FME Server et FME Cloud. Donc aujourd'hui, l'objectif va être de voir l'implantation d'un portail de soumission de données et de processus de validation automatisé par la technologie FME. C'est un projet que nous avions fait pour la division des affaires forestières du gouvernement d'Alberta l'année passée. Donc, on va commencer avec une courte introduction, le contexte du projet, la recherche d'une solution. On va présenter la solution technique et nos conclusions. Le contexte du projet. Donc, le gouvernement d'Alberta a fait la collecte de données sur les activités forestières, donc les zones de récolte, les zones de sylviculture, afin de produire des jeux de données sur toutes les activités pour la planification, la gestion, la gouvernance et gérer les règlements dans les activités, gérer les approbations et la planification. Alors, les données sont utilisées dans différentes activités au ministère. Et une des problématiques rencontrées, c'était que quand ils ont commencé à demander des jeux de données standardisés, les jeux de données étaient non conformes aux expectations, mais il n'y avait pas vraiment une façon efficace de les gérer, de les valider. Donc, ceci demandait beaucoup de retravail des données par le staff interne du département et beaucoup de pertes de temps en essayant de normaliser, nettoyer et mettre ensemble toutes les données. Donc, l'idée de ce projet, c'était de la mise à jour du standard de soumission des données pour les zones de récolte, les zones les polygones de sylviculture et d'autres couches de données, mais aussi d'avoir une façon de retourner l'information efficacement. Donc, l'idée, c'était d'automatiser le plus possible la validation des données, donc surtout en termes de la structure, l'attribution et certaines des règles des données spatiaux, pour ensuite juste faire l'audit à l'interne manuellement où c'est vraiment nécessaire et quand c'est vraiment nécessaire. Donc, les deux jeux de données choisis pour le développement du portail de soumission de données sont les zones de récolte. Ça, c'est les zones officielles et ces zones-là sont utilisées dans la gestion et la planification des activités sylviculturelles. Les zones d'activité de sylviculture, donc s'il y a eu des traitements, des zones problématiques, des applications d'herbicides et d'autres activités, ça c'est la deuxième couche de données qui était impliquée dans le portail. Donc, pourquoi FME? Ils ont fait des études que d'autres ministères ailleurs ont fait. Ils ont aussi analysé des systèmes similaires qui existaient déjà au gouvernement de l'Alberta, donc dans différentes lignes d'affaires, et ils ont trouvé que l'utilisation d'FME, la technologie FME et FME Server permettait l'automatisation de la validation et de l'approbation des données. Donc, ils ont décidé de s'aligner avec cette technologie-là et s'aligner avec une idée qui avait déjà été implantée au gouvernement. Donc, la technologie FME et FME Server existait déjà
au ministère. Et c'est sur cela ils ont basé leur solution. Donc, ils ont développé le devis pour une solution avec 2 composantes majeures qu'on voit ici. Donc, un portail web. Le portail web, c'est vraiment l'échange avec l'externe, donc les utilisateurs externes, donc les compagnies qui font des activités forestières. Donc, sont capables de télécharger des données et de faire et aller chercher des rapports et faire le suivi sur l'acceptation de leurs données. Donc, le portail web, c'est vraiment l'outil de communication et d'échange. Et l'autre moitié, l'autre côté, c'est la validation et le processus de validation et d'approbation. Donc, FME est utilisé, la technologie FME Server en particulier est utilisée pour automatiser le plus possible le processus de validation de données. Et lorsque la validation de données se termine, on passe au processus d'audit manuel. Donc, ça doit être fait par un professionnel du côté du gouvernement. Donc, c'est quoi la technologie FME et son rôle dans la solution? Donc, FME, c'est un outil d'intégration de données, donc un outil ETL qui permet d'extraire les données de toutes sortes de sources variées. Ça peut être des sources de géomatique, et dans la géomatique, ça peut être des données vectorielles, ça peut être des données matricielles, des nuages de points, des données bases de données et d'autres applications. De les intégrer ensemble pour les amener aux bonnes ressources, au bon département, au bon système, dans la bonne forme et avec une bonne qualité. FME, c'est une plateforme d'intégration. Il y a 3 applications majeures. Donc, on a le FMI Desktop. Donc, cet outil-là, c'est l'outil utilisé pour développer des processus, des flux de données, des traitements de données. On a le FME Server, qui est l'application entreprise qui permet de gérer nos processus qu'on a développés avec FME Desktop, donc les déployer en tant que service web sur demande et autres. Et FMI Cloud, qui est essentiellement le FMI Server, sauf que c'est un software as a service, une application dans le nuage. Donc, ça, c'est un exemple d'FME en général. Donc, FME Desktop, c'est un processus de données. On commence avec un fichier Excel, on fait de l'extraction, on fait du téléchargement du web, on fait de la normalisation des données et à la fin, on écrit une destination. Avec FME Server, donc le rôle d'FME Server dans ce projet-là, c'est de gérer les demandes. Donc, les demandes viennent du site web et FME Server est automatiquement appelé par le système pour exécuter les tâches de validation. Donc, FME Server, c'est une plateforme qui nous permet de gérer des tâches sur demande, de planifier des tâches, d'envoyer des notifications par courriel, de déclencher des actions basées sur différents types d'événements. Donc, le portail qui s'appelle le Spatial Data Directives Portal, on va faire le tour de la solution technologique. Donc, quand on a commencé le projet, on a regardé qu'est-ce qui allait être notre approche de développement. On a vraiment considéré qu'on voulait que la solution soit évolutive, flexible, extensible et qu'on considère les rapports. Donc, la raison d'avoir une solution flexible, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont décidé que pour la portée de ce mandat-là, on allait valider 2 jeux de données. Mais ça, c'est que 2 jeux de données, 2 couches géomatiques parmi d'autres. Alors, l'idée, c'est d'être capable de tester le processus de validation utilisant quelques jeux de données, mais être capable d'adapter et en ajouter d'autres. Et d'autres jeux de données, ça se peut qu'ils ont leurs propres règles de validation. Donc, ça nous demande une certaine flexibilité du système pour être capable de facilement greffer d'autres jeux de données en entrée, avoir des nouveaux rapports, extensibles aussi, parce que ça se peut qu'on ne reste pas juste dans la ligne d'affaires des données forestières,
Et on veut que ça soit évolutif aussi. Donc, aujourd'hui, il y avait une liste très, très prédéfinie des validations qu'on voulait faire. Donc, les validations en termes de schéma, en termes de structure de données. Mais il est possible de vouloir ajouter d'autres règles dans le futur. Donc, on veut avoir une architecture dans notre solution qui nous permet d'évoluer le produit. Parce que, en réalité, en vraie vie, les standards, souvent, ça évolue. Les formats de données évoluent. Les validations qu'on veut faire évoluent. Et l'autre considération importante quand on faisait l'architecture de la solution, c'était dans les rapports. Donc, il y a différents types de rapports. On a des rapports qui nous donnent les réponses de la validation de données. Donc, un jeu de données qui nous démontre où sont toutes les erreurs à corriger. Mais il y a aussi des rapports qui gèrent le processus, parce que là, on veut qu'un processus s'exécute par lui-même et ça prend une certaine gestion automatisée pour s'assurer que le processus a eu du succès ou que s'il y avait des données corrompues qui ont été soumises et que le processus arrête dans le milieu, qu'on est capable de trouver cette information ou être notifié de cette situation-là. Donc, ça nous donne une approche, et c'est une approche qu'on a souvent utilisée avec divers clients qui font des portails de soumission de données. C'est un exemple typique où l'usager télécharge sur le portail son jeu de données. Un appel REST avec un API REST est fait à FMR Server qui déclenche le processus parent. Et on utilise un processus de données parent pour faire l'orchestration de sous-processus dans ce cas de validation. Donc, les validations sont séparées par type. Donc, on a divisé en 3 types majeurs. Donc, la validation schéma. Donc, ça, c'est la validation des couches, validation des attributs, validation spatiale. Pour rendre le système encore un peu plus dynamique et flexible, on utilise des règles de validation pour contrôler la validation des attributs. Et la raison qu'on fait ça, c'est parce que souvent, on peut avoir des petits changements dans les règles de validation. Donc, ça peut être le nom d'un attribut qui change, ou ça peut être un attribut qui avait le droit d'être nul dans le passé, n'a plus le droit d'être nul maintenant. Alors, un petit changement comme ça, on ne veut pas avoir à changer l'application, à changer le système. On veut être capable d'adapter ces petits changements par un fichier de configuration essentiellement. Et à la fin, comme extra, on sort différents rapports, donc des rapports HTML, des jeux de données en file geodatabase, des courriels. Les types de validation, donc juste pour donner des exemples, les validations de schéma, ça couvre tout ce qui est nom de table, type des attributs, domaine de valeur. Les attributs, donc ça, c'est les valeurs dans les attributs eux-mêmes. Donc ça serait les valeurs nulles. Est-ce qu'ils ont le droit d'être nuls? Par exemple, des valeurs minimum, maximum, des valeurs acceptables, des domaines qu'un attribut, la valeur d'un attribut a suivi la domaine de valeur, par exemple. Et dans le côté spatial, on cherche certains cas comme typiques dans les données. On cherche des duplicata, donc des polygones en duplicata. On s'assure que les polygones ont une superficie plus grande que les tolérances minimales, qu'il n'y a pas de chevauchement entre les zones. Donc, c'est des validations qui sont assez typiques et c'est quelque chose qu'on voit parmi différents clients. Mais ça reste que quand même, c'est la base de ces types de validations-là et c'est quelque chose qu'on retrouve en commun qui est très logique de faire par automatisme au lieu de le faire manuellement. Ça, c'est un exemple du fichier de configuration. Donc, le fichier de configuration, dans ce cas-ci, on regarde et on a dans quelle feature class dans notre file geodatabase, le nom de l'attribut et si l'attribut a le droit d'être nul, par exemple. Donc, un N indique que l'attribut n'a pas le droit d'être nul. Un Y indique qu'il a le droit d'être nul. Donc, ce fichier de configuration-là va contrôler la façon que les données vont être validées lors du processus. Ça, c'est un exemple du processus. Ça, c'est le processus parent. Donc, le call REST, quand l'usager va avoir téléchargé son fichier sur le portail,
Ça va déclencher l'initialisation du processus. Et ensuite, on procède à la validation du schéma, le sous-processus. Le sous-processus de la validation des attributs, le sous-processus de validation spatiale. Et ensuite, on gère nos rapports. Et à la fin, on met à jour le statut sur le portail web avec le fait que la validation a été complétée, au moins la partie automatisée. Il faut remarquer qu'il y a d'autres rapports. Les outils en vert, c'est d'autres types de rapports, les rapports de gestion du processus en général. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, il y a deux types de rapports. Il y a les sorties, les extraits du processus, ainsi que des rapports qui gèrent le processus en soi. Ça, c'est un exemple d'un des sous-processus, la validation des attributs. Donc, ici, si on regarde dans FME rapidement, on voit qu'au début du processus, on lit le fichier Excel avec les règles, on lit les données soumises, donc en format de file geodatabase, et ensuite, c'est les règles qui déterminent les validations qui se font par la suite. Donc, on voit ici la chaîne des validations, test pour les nuls, test pour les valeurs minimum, maximum, test pour les domaines de valeur. À la fin, on rassemble le tout et on sort les résultats qui vont suivre dans la partie des rapports à la fin. Ça, c'est un exemple des rapports internes de la gestion. Donc, on voit qu'on a plusieurs fichiers. On a les logs. Donc, ça, c'est les logs FME qui ont tous les détails de chaque sous-processus qui est exécuté. Nous avons aussi des rapports sommaires, comme l'exemple ici dans le graphique, où on voit que le processus a exécuté, qu'il y a eu du succès. Donc, c'est comme un sommaire qui nous démontre que toutes les étapes ont eu lieu avec succès. Donc, ce rapport-là n'est pas pour les usagers finaux, c'est des rapports qui sont pour l'administrateur du système. Donc, s'il y a des choses qu'il doit valider, et il y a aussi une trace de qu'est-ce qui s'est passé avec ce processus de validation. Ça, c'est un exemple des rapports qui sont envoyés aux usagers finaux. Alors, ça, c'est les types d'erreurs spatiales dans cet exemple, divisés par couche, par type d'erreur, par exemple. Donc, des erreurs de chevauchement, de polygones, ça, c'est le premier. Ça, c'est celui qu'on voit ici en rouge. Des erreurs de duplicata. Et alors, le type de couche et le type d'erreur qui est trouvé. On envoie aussi un rapport HTML qui donne un sommaire sur les erreurs. Donc, on trouve en pratique que souvent, les rapports, il y a différentes stratégies qu'on peut prendre. Dans ce cas-là, ça prend vraiment un jeu de données géométrique, donc un file geodatabase dans ce cas-là, qui démontre précisément chaque erreur pour faciliter la correction des erreurs. Mais c'est toujours utile aussi d'avoir un rapport sommaire, parce que ça nous donne un portrait global de comment s'est passé la validation. Donc, souvent, on développe des rapports selon les besoins et souvent, il y a plus qu'un besoin. Pour le portail lui-même de soumission de données, ça c'est juste le flux, le processus. Donc, l'usager se logue dans l'application. Est-ce qu'il est enregistré? Sinon, il doit se faire créer un compte. S'il est enregistré, il a accès aux activités du site web d'usager. Donc, ça serait le téléchargement des gabarits. Donc, c'est aussi une façon d'échanger de l'information sur les standards de données et les gabarits pour faciliter encore une fois que les données se montrent bien pour rendre plus efficace cet échange d'informations. La capacité de soumettre des jeux de données et d'avoir des résultats. Ça, c'est un exemple juste au niveau
de toutes les activités du processus, mais par type d'usager, divisé par rôle. Donc, il y a 4 rôles principaux qui sont définis dans ce portail. Donc, il y a l'administrateur des fichiers de config. Donc, ça, c'est un type de gestion. Le processus de téléchargement de données. Donc, ça, c'est des usagers externes qui vont soumettre des données. Et ça, c'est comment eux autres, ils interagissent avec le site. Donc, télécharger des fichiers, aller chercher des résultats, avoir des notifications par courriel à différentes étapes dans le processus. Il y a de l'administrateur. Ça, c'est l'administrateur du site, du portail. Donc, il peut contrôler la création de comptes, l'octroi des permissions. Et finalement, il y a l'auditeur. Donc, l'auditeur, c'est le professionnel qui travaille pour le gouvernement d'Alberta qui est chargé avec la validation, la partie de la validation manuelle. Donc, après que les données ont passé par la validation automatisée par FME, un auditeur est attribué à cette validation et peut suivre et actionner des résultats et changer le statut de la soumission sur le site web. Ça, c'est juste des exemples du portail. Donc, il y a une page de connexion pour commencer. Ça, c'est du point de vue de l'usager externe qui va télécharger des fichiers. Donc, il y a accès à ces 4 activités. Donc, s'il veut soumettre un nouveau fichier avec des données de sylviculture ou des données il peut le faire ici. Il peut, sur cette page, il est capable d'aller voir c'est quoi le statut de ses résultats. Il y en a qui sont, dans cet exemple, il y a un qui est accepté, il y a 2 qui sont en révision et il y a un qui est échoué. Il est capable d'aller télécharger les résultats. Donc, défis et conclusions. Les avantages de ce système, c'est que une des idées principales, c'est de d'augmenter la productivité de toutes les parties prenantes. Donc, c'est plus efficace pour le staff interne parce que le travail et le retravail d'intégrer toutes les données ensemble pour faire une carte continue de toutes les activités forestières, c'est plus efficace parce que les données sont mieux standardisées et on est capable de faire un retour d'informations. C'est plus efficace pour ceux qui vont soumettre des données parce qu'ils ont des attentes claires, ils ont des rapports avec des résultats et sont capables de valider et l'échange est plus clair, plus suivi, il y a un meilleur suivi d'échange d'informations. Il y a plusieurs défis. Un défi, le défi majeur, c'était le délai de la mise en production à cause des élections en Alberta et différentes politiques internes. Donc, au début, ils voulaient mettre en place le nouveau système pour le printemps de 2019, mais dans le fond, ça va être au printemps 2020, l'année prochaine pour la mise en production. Les leçons. S'assurer que les règles d'affaires sont bien établies. Nous avons répondu à cet appel d'offres et il y avait des besoins très bien définis dans ce projet. Donc, les règles de validation étaient établies, étaient clairement identifiées. Honnêtement, ça a beaucoup facilité l'architecture du système parce que nous étions capables de vraiment réviser les besoins parce qu'ils étaient tous bien définis et capables de faire des suggestions d'architecture. Donc, pensez non seulement à la portée du mandat actuel, mais à une architecture extensible. Donc, avec les discussions avec le client, nous avons vu que ça, c'était une première étape dans une vision un peu plus globale, un peu plus grande. Donc, on a pris ça en considération et on a fait des suggestions de modification du design pour permettre cette flexibilité-là.
et d'utiliser, et ça a donné à une approche plus modulaire, qu'on soit capable d'ajouter des nouveaux modules de validation, des nouveaux jeux de données, des nouveaux règles de test. Et l'autre chose que j'aimerais mentionner, c'est vraiment important d'avoir des bons jeux de test, des jeux de données de test. Ça nous aide pas juste dans la validation du projet en soi, donc être capable de livrer et confirmer que tout fonctionne, donc dans la partie QA et dans la partie QA interne versus la partie QA du client, mais aussi c'est très important parce que ça devient la base de comment est-ce qu'on peut évaluer que le système fonctionne bien. Donc, le plus de jeux de données de test qu'on a, on est capable ensuite de faire des changements, des améliorations et de rapidement tester le résultat et être capable de mettre en production des nouvelles versions. Et ça peut beaucoup raccourcir le temps d'acceptation de changement dans le système. Donc, ça a été un point très important. Les prochaines étapes pour ce projet, ça va être de mise en production du portail, à ajouter dans le futur d'autres jeux de données et même peut-être donner plus de visibilité de ce portail-là à l'interne du gouvernement et continuer à adapter les rapports aux besoins. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à mon courriel ci-dessous ou contacter Consultec. Merci.